Voilà. Donc, sans cette approche régression linéaire, nous avons effectivement un premier élément à comprendre. Le premier élément consiste à bien définir ce qui est la variable dépendante de la variable indépendante. La variable indépendante qu'on appelle aussi variable explicative ou bien variable donc régresseur, on l'appelle le régresseur, hein, ou variable fixée. Donc, et la variable dépendante qu'on appelle également la variable à expliquer. Vous avez compris que ce qu'on recherche, c'est une généralité dans une population, sachant que nous ne pourrons avoir jamais, nous ne pourrons avoir l'équation exacte. Il eût fallu pour cela travailler sur l'ensemble des points, et donc on est dans un problème infini, puisque l'ensemble des points est un ensemble infini. Donc évidemment, nous allons travailler à partir d'un modèle local restreint à un échantillon de taille n pour avoir une idée, une approche de l'équation que nous n'aurons jamais dans la population. Et cette équation, si elle est fondée, c'est-à-dire si les erreurs que l'on obtient à partir de cette droite sont d'une part distribuées normalement, d'autre part centrées sur 0, c'est-à-dire qu'en moyenne les erreurs valent 0, alors nous avons déjà une bonne appréciation que les choses se sont bien passées dans la régression, c'est-à-dire que nos exigences de homocédasticité. Alors Lorna, je te réexplique, je crois que c'est Lorna qui m'a posé la question. Ce que c'est que l'homocédasticité, c'est le fait que la dispersion des points ici est à peu près la même que celle-ci, ou que celle-là, ou que celle-là. C'est-à-dire que la variance reste constante, quelle que soit la modalité que l'on considère pour x, la variable fixée. C'est-à-dire qu'on n'a pas des données qui s'en vont en éventail, c'est-à-dire plus on va vers des x forts, plus les choses se répartissent fortement. Oui, j'écoute. Mais concrètement, par exemple, dans notre cas de l'étude avec les métaux lourds et tout ça, ça sert à quoi de savoir que Ah la ben, ça est sert, alors, la on va même? regarder, pour l'instant j'explique en deux mots ce à quoi on va regarder effectivement les valeurs qu'on en obtient, d'accord? Ok, ça c'est important. Alors on va s'apercevoir que l'homocédasticité, c'est pas aussi évident à mesurer, d'ailleurs on peut la mesurer, mais c'est des choses trop complexes que je ne veux pas vous présenter parce que là il faut manger de la soupe, et on va voir déjà que l'aspect visuel des données va nous renseigner à coup sûr, sans trop prendre de risques, sur une synthèse de deux éléments, c'est-à-dire, premièrement, là, si on regarde les erreurs, que ça s'est bien passé, c'est-à-dire qu'il y a homocédasticité et distribution normale des erreurs, donc distribution normale aussi des données de Y par catégorie de X. Alors vous savez, on peut écrire Y sachant X, hein, c'est ce que j'ai mis ici. Donc ça, c'est un prérequis qu'on ne peut pas vérifier sans regarder a posteriori ce qui se passe dans les erreurs. D'accord ? La deuxième chose, c'est de voir que la pente B1 ou bêta 1 dans la population, c'est pour ça qu'on met l'hypothèse nulle bêta 1 égale 0 qui concerne la population, mais on le juge sur B1, et bien que cette pente B1, elle n'est pas ridicule, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nulle horizontale. Parce qu'une pente horizontale, ça veut dire que les points se dispersent partout dans l'espace sans aucune cohérence. La cohérence, c'est la relation entre Y et X. Donc ça, c'est important, et on sait que c'est un test qui va être fait, un test sur le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire bêta 1, qui sera un test de student. Et ce test de student sera équivalent au test de F sur la variance qu'on verra apparaître dans le logiciel aussi. Bon, c'est un détail, ça c'est un détail. On peut regarder tout simplement si le test de student nous donne une significativité forte pour chacun des coefficients, à la fois pour la droite et pour la valeur de 0. Parce qu'on peut se demander, mais au fait, est-ce que ça passe par 0 de façon significative, ma droite, et le 0 aurait un sens? Ou est-ce que ça s'en éloigne, et ça veut dire que le point qu'on va voir ici est significativement différent de 0. On aurait pu l'avoir là, on aurait pu l'avoir dans une droite de pente négative, d'accord? Et ils ne sont pas reliés, hein. B0 et B1 n'ont pas de raison d'être reliés l'un à l'autre, sauf sur l'axe des abscisses, parce que l'axe des abscisses nous porte une propriété de la droite d'équation y est égal à B0 plus B1x.
Donc voilà ce qu'il faut savoir et voilà ce que l'on va vérifier maintenant avec le logiciel. Alors je vous l'avais dit, hein, utiliser un logiciel pour analyser les données, ça va très vite. Il faut simplement savoir ce que l'on fait derrière, d'accord? Ça va aller très vite, d'accord? Oui, Yanis, la régression linéaire peut nous servir pour extrapoler les résultats de notre échantillon à un éventuel résultat dans la population entière. Oui, oui, oui. Alors, ce d'autant plus que le nombre de points est important, ce d'autant plus que le coefficient a une valeur qui s'éloigne de façon très significative de zéro. Et pour terminer, ce d'autant plus que la part de l'avance expliquée, ce que je vais vous présenter comme le coefficient R2, est d'autant plus proche de 1. Alors, ça fait beaucoup de conditions, mais avec l'expérience, on s'en sort et on voit que finalement, c'est une approche très empirique, cette notion de régression. Parce que là, c'était pas évident hein, de voir qu'on avait une droite cohérente ici et que ça va passer. On va voir. Hein. Là, on a quelque chose de très important. Vous voyez du premier coup d'œil, c'est que là, les données sont à peu près de dispersion égale d'une catégorie de X, ce que j'appelle une catégorie, c'est une valeur de X, à une autre catégorie de X. Qu'on soit ici, qu'on soit là, on voit bien que les données sont à peu près dispersées de la même façon par rapport à une moyenne qu'on imagine dans notre esprit pour chacun des points. D'ailleurs, puisqu'on parle de moyenne, une propriété très marrante, très marrante, c'est que finalement, eh bien, notre point, notre moyenne, x bar est reliée à la moyenne des y bar, parce que le point de coordonnées x bar, y bar passe par la droite de régression. Oh, c'est très simple à démontrer, il suffit de prendre x bar ici, d'accord? Et donc vous allez avoir y bar qui va apparaître en fonction de x bar avec la définition qu'on va avoir de l'espérance E de y bar. Bon, c'est un petit détail, hein. Disons que ça c'est marrant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une relation évidente entre le point de moyenne x bar et de coordonnées x bar, y bar et les coefficients qu'on obtient, donc B0 et B1. Donc vous voyez, il y a des propriétés quand même assez sympatoches dans une régression. Alors, pour revenir à ce que je disais, on était dans R, et bien maintenant nous allons aller plus loin dans R et aller jusqu'à l'étape de régression. Donc on a vu qu'on avait affiché la ligne des moindres carrés. On a pu voir qu'effectivement, cette ligne de moindre carré était plus ou moins respectable par rapport au point qu'on avait. D'ailleurs, on peut regarder automatiquement, identifier les points, hein, vous vous souvenez, dans Options, les points qui sont éloignés de cette droite, les plus éloignés. Tiens, je vais en mettre 4, d'accord? Et effectivement, on voit que les points les plus éloignés sont celui-ci, et ces trois-là. Alors, ces trois-là s'expliquent parce qu'effectivement, ils ne sont pas tout à fait dans la norme de ce qu'on obtiendrait si on ne les avait pas considérés. C'est-à-dire que la droite serait de pente assez différente si on ne les considérait pas. Mais est-ce qu'on ne s'aventurerait pas là dans une extrapolation trop idéaliste des points, hein, d'accord? Et lui, il est vraiment trop distant, là encore, compte tenu de l'équation de la droite et de sa dispersion par rapport aux autres points moyens de la droite. Donc vous voyez, ce n'est pas évident à deviner, hein, il faut les demander pour pouvoir les afficher, mais là, il faut arrêter les bêtises, on va dire, et on peut se dire que le point 52 est sûrement très éloigné de la droite parce qu'il manque peut-être, enfin très éloigné, et peut-être considéré comme un point aberrant parce qu'il manque peut-être d'autres valeurs, une quatrième valeur ou une cinquième, hein, pour confirmer cette tendance des points 51. Et si jamais, effectivement, ils sont si éloignés, c'est peut-être que la régression par ici n'est plus linéaire du tout. Vous comprenez? Hein, j'éveille votre esprit à des critiques possibles. Pour l'instant, on ne va pas se compliquer la tâche et on ne va pas considérer les points les plus extrêmes pour, on va dire, arriver à une conclusion qui tienne la route. OK? Alors allons-y. Nous allons donc procéder à la régression en allant dans R Commander, Statistiques. Je vais aller tout en bas à Modèle ou Ajustement de modèle. Je vais choisir Régression linéaire. Oui, c'est on ne peut plus enfantin. Hein. Et tout ce que je vous ai présenté en théorie va
être calculé grâce au logiciel. Donc, quand je clique sur régression linéaire, je vais lentement exprès, hein, d'accord? Donc, je recommence. J'ai chargé un fichier Excel qui contient les données. Ce fichier va donc être associé à un espace matriciel de données, XY, qui va s'appeler Polo. On va appeler jeu de données ici. Ce jeu de données, je vais pouvoir l'exploiter en graphique. On a fait donc un nuage de points, hein, et dans ce nuage de points, j'ai demandé l'affichage de la ligne de moindre carré. Bien. Et maintenant, je vais analyser ce nuage de points grâce à un ajustement de modèle par régression linéaire. Je vais dans Statistiques, ajustement de modèle, régression linéaire. Et là, je vais intelligemment lui demander de me construire la régression la plus adéquate. Donc la variable réponse, celle qui va être la variable aléatoire, qui va être la variable à expliquer, qui va être la variable dépendante, donc variable réponse, c'est la concentration de métal. Et la variable explicative, vous voyez, qui peut s'attendre à plusieurs, hein, d'accord? Ça va être la distance. De toute façon, ici, il y a deux variables, il n'y a pas matière à confondre. Et là, j'écris, je clique sur OK. Ça va aller très vite. Et tout se passe ici. Vous voyez? Donc là, tout se passe ici. On va essayer d'agrandir ça dans une vision PowerPoint, d'accord, pour voir un petit peu ce qu'il est le plus important de retenir dans cette sortie. Donc on a cette sortie-là, hein, vous la reconnaissez, et je la décrypte pour vous. Donc là, c'est simplement qui nous redonne la formule qui est utilisée dans le logiciel R, grâce à l'interface R Commander qui l'a généré automatiquement, c'est LM pour Linear Model, vous comprenez le LM là où il vient? Et là, il nous donne la formule, c'est que la concentration de métal dépendrait, le petit tilde, de la distance, c'est ce qu'il va tester. Bon, alors là, il nous donne les residuals, c'est-à-dire les erreurs, et on voit tout de suite que la médiane des erreurs est proche de 0. Ouf, on respire, on se dit, c'est pas si mal que ça veut dire que c'est sur la bonne voie. Et on voit qu'on a une ligne qui s'appelle intercept, qui a une certaine valeur, et pour lequel je vais chercher la p-value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité d'obtenir une telle valeur par le hasard, c'est-à-dire sans modèle, elle est très faible. Donc ça veut dire qu'il y a toutes les chances pour que cet intercept, c'est-à-dire cette ordonnée à l'origine, ait un sens. De la même façon pour la pente, vous voyez, elle est très 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 faible, la p-value. Ça veut dire qu'il est tout à fait sensé de considérer que cette distance, qui vaut ici expérimentalement moins 41,382, soit très significativement différente de 0. Et que le fait du hasard de trouver moins 41, qui ne pourrait pas s'expliquer par un modèle où la pente est égale à 0, mais que ce moins 41 tient la route. Vous comprenez? Il tient la route parce que la p-value est très faible, c'est proche de 0. De la même façon, cet intercept qui vaut 201 tient la route parce que la p-value est très faible. Alors, une autre chose qu'on va regarder tout de suite, c'est, vous vous souvenez, il vous rappelle les codes, hein, d'accord? Ici, il vous dit que c'est très hautement significatif avec les 3 étoiles. Donc, on trouve ici un multiple R squared, c'est le fameux facteur R2, hein, et on voit ici que, alors j'expliquerai le R square adjusted, hein, mais on voit que le facteur R carré est de 0,73. En gros, il dépasse 0,7, il s'approche de 1, donc il est très bon. On va donc dire qu'on a 73% de la variance qui s'explique par le modèle. Et si on tient compte du nombre de points, parce que le facteur R est toujours optimisé, c'est-à-dire que plus le nombre de points augmente, plus le facteur R a tendance à augmenter. Alors on va tenir compte d'une pondération en fonction du nombre de points. Et ben on voit qu'il tient encore la route puisqu'on a toujours ce facteur de l'ordre de 0,73. 73% de la variance, de la variabilité de mon échantillon. Alors je vais regarder où c'est que j'ai mis la courbe, hein, si je ne retrouve pas la courbe. Voilà, 73% de cette diversité des points que j'observe ici peut s'expliquer par la relation qui lie la concentration de métal à la distance. Pas mal, ça veut dire que cette droite tient la route et qu'en même temps, on a son équation. L'équation est la suivante, on a trouvé B0 qui vaut 201
et B1 qui vaut moins 41. Alors, j'ai dû le mettre quelque part, cette équation, dans mon système, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, on a la généralisation à partir des données de l'échantillon, mais qui n'est pas l'équation dans la population. L'équation qui tire la route dans l'échantillon, on va partir de ça, hein, et on se dira que dans la population, la chose n'est pas très éloignée. Alors vous allez me dire, si on fait une autre manip, on va avoir un autre coefficient. Oui, mais pas systématiquement différent. On va avoir 196 au lieu de 197. Là, je m'aperçois que j'ai pris la mauvaise valeur, hein, c'est 201, hein, et moins 41, parce que là, j'ai ajusté en fonction des points aberrants. Hein. Ça vous explique pourquoi je n'ai pas tout à fait les mêmes valeurs. Hein. J'ai enlevé les points aberrants. D'accord? Donc, on va avoir ici concentration de métal est égale à 201,234. Donc, on part d'une forte valeur qui correspond à distance 0, hein, vous l'avez compris, hein, c'est le valeur de départ. Et à chaque fois qu'on s'avance d'1 kilomètre, on perd 41 en concentration. C'est-à-dire qu'on a 201,223 moins 41,387 fois la distance. Vous voyez que le coefficient de distance est donné sur la ligne intitulée distance. Et le coefficient B0 est donné sur la ligne intercept. Alors, il faut savoir que c'est dans ces deux valeurs-là qu'on va les chercher. D'accord? Donc, on a une équation qui vaut, non pas celle que j'ai affichée là, parce que ça, c'est celle sans les points aberrants, mais qui vaut donc 201,234 moins 41, je ne sais plus combien, 382 fois dist. Évidemment, je devrais y ajouter des erreurs, hein, d'accord? Donc, les moindres carrés vont nous dire si cette équation est bien réaliste. Qu'est-ce que c'est les moindres carrés? C'est essayer d'étudier les erreurs. Alors, c'est très simple. Hein. Il va falloir récupérer ces erreurs dans un vecteur et puis les faire parler. Allons-y. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller dans Modèle, d'accord? Et je vais maintenant exploiter mon modèle. Le modèle qui est ici, vous le reconnaissez. Hein? Vous retrouvez ici les erreurs qui sont presque centrées sur 0. Vous retrouvez ici le coefficient de la droite, B1, qui vaut moins 41. Vous trouvez ici le coefficient B0. Moi, je les ai appelés B1, B0. Hein, vous pouvez les appeler A et B si vous préférez, hein, d'accord? C'est parce que, bon, si j'avais un deuxième coefficient X, je l'appellerais B2, le deuxième coefficient, en régression multiple. Donc là, je l'ai appelé B0, l'ordonnée à l'origine, 201, B1, et on retrouve bien leur significativité très haute. Ça veut dire que là, c'est la première chose qu'un étudiant doit regarder, c'est est-ce que mes coefficients tiennent la route, est-ce qu'ils sont hautement significatifs, et dans quelle mesure mon équation, mon modèle rend compte de la diversité des points que j'ai obtenus. Ça veut dire que là, il y a seulement 27% de la variance qui s'explique par autre chose que je ne connais pas. Ça peut être le hasard, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus, on va dire, maîtrisable que le hasard, c'est-à-dire un autre coefficient, comme par exemple la température, que je n'ai pas mis dedans, comme par exemple le pH, que je n'ai pas mis dedans, comme par exemple, on va dire, d'autres facteurs thermodynamiques, y compris, bien sûr, le quotient de viscosité, qui ne se rentre pas dedans. Donc, mais là, rien que ça, c'est-à-dire la distance, explique que plus on s'éloigne du point 0, et plus la concentration diminue de façon substantielle. Regardez, c'est évident. Alors maintenant, il faut voir si j'étais bien dans les conditions idéales pour ma régression. Pour ça, je vais dans Modèle, puisque le modèle existe. Hein. Il est là, ici, dans Modèle, règle. Il l'a fait automatiquement, il vous a généré un modèle. Bon, vous n'avez pas vu passer son nom, vous pouvez le changer, le nom du modèle. Hein. Vous pouvez l'adapter, le changer, changer de modèle si vous avez fait plusieurs modèles. Donc j'y vais, Modèle. Ajouter les statistiques des observations aux données. Alors, quelles statistiques? Ben, on va rajouter, nous, seulement les résidus. Donc, valeur ajustée, non. Résidus studentisés, je ne vous expliquerai pas. Il y a des choses qu'il faut que vous connaissiez, d'autres pas. Hein. Sinon, vous allez péter un câble et c'est normal. Valeur estimée, non. Distance de Cook, je ne vais pas vous l'expliquer non plus, sinon vous allez péter un double câble. Mais tout ça, c'est utile, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais pas dans une régression normale ou pour découvrir l'essentiel d'un modèle. Et indice des observations non plus. Donc là, moi, je vais prendre simplement résidus. Vous avez compris, les résidus sont les erreurs par rapport à la loi de régression prédite.
Donc, il doit y avoir seulement sélection. Je fais OK. Je vais en profiter pour faire statistique, résumé, statistique descriptive. Et moi, je vais reconsidérer cette variable, puisque j'ai généré une variable en quelque sorte, qui va contenir tous les résidus. Et je vais lui dire, de cette variable, je veux simplement la moyenne et l'écart type. Le reste ne m'intéresse pas. Je fais OK. Et il me le met ici, vous voyez. Il me met ici que la moyenne est bien proche de 0. Regardez, moins 4, 18, 10 puissance moins 18. Si ce n'est pas 0, ça, c'est une régression qui s'est bien passée. Et par contre, j'ai une standard deviation de 18 unités. Donc à voir, n'oubliez pas que c'est en microgrammes par litre. Hein, c'est la même unité que les Y. Donc il faut voir si c'est catastrophique ou pas. Graphe, histogramme, residuals, options. Oh là, les fréquences me vont bien. Allez hop, c'est parti. Et regardez. Bon, à part ici, ça semble, on va dire, plus ou moins compatible. Ce n'est pas une distribution normale, avec des données qui pourraient être issues d'une population normale. D'accord? D'une population normale, pas d'un échantillon normal. C'est impossible de trouver la normalité, parce que dans un échantillon, on n'a pas assez de valeur. Mais est-ce que cet échantillon de valeur qui nous donne des erreurs distribuées comme ça, autour de 0, et peut être compatible avec une distribution normale des erreurs dans la population de tous les points qu'on aurait pu considérer? Eh bien ça, à l'œil nu, on ne peut pas le savoir comme ça avec un histogramme. Donc on va faire un autre graphe, qui va être un graphe spécial qu'on appelle quantile-quantile. Donc je sélectionne dans graphe, graphe quantile-quantile. Bien sûr, il va me demander sur quelle variable je veux le faire. Bien sûr, moi, je sais que je vais le faire sur les résidus, les erreurs. D'accord? Et là, il me demande tout un tas de machins. Et là, je vais sélectionner normal. C'est-à-dire, je veux le comparer par rapport à une distribution normale des erreurs attendues. D'accord? Le reste, laissez tomber. D'accord? J'y vais. Je fais OK. Alors, vous voyez, il me demande d'identifier les points aberrants. Toujours pareil. Hein, automatiquement, je peux les considérer ou pas. Hein, d'accord? Donc, j'y vais. OK. Et là, vous voyez, la droite qui est ici, c'est la droite de Henry, c'est-à-dire celle qui est idéale pour dire que la distribution des erreurs est celle attendue si elle était normale. Et on regarde comment les erreurs se distribuent par rapport à la droite de Henry. Et on voit que par chance, d'accord, on n'a pas trop de dispersion, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un écart important par rapport à ce qui est attendu, c'est-à-dire un écart à la normalité. Et là, on a les limites de l'intervalle de confiance qui est attendu pour la normalité. Donc ici, on va oublier ce que j'ai dit dans des mots savants. On va se dire ici que c'est des limites de tolérabilité où on ne doit pas avoir des points dépasser cette limite. Et là, on est tranquille, vous voyez. On a à peu près tout ce qu'il faut. C'est expérimental. On n'a pas des données qui sont idéales. On a des données expérimentales. Donc là, on peut dire du premier coup d'œil, bon, écoutez, après tout, ça se passe pas trop mal. Hein. La moyenne est centrée sur 0. La moyenne des erreurs est sur 0. Les erreurs sont centrées sur 0, si vous préférez. L'écart type n'est pas mirobolant, 18 unités. Hein. Et puis, on a ici quelque chose qui reflète une distribution assez normale des données. Donc, écoutez, ça prouve que ça s'est relativement bien passé. Maintenant, on veut en avoir la preuve. Statistique, résumé, test de normalité, statistique, résumé, test de normalité. Et là, je vais lui demander de faire un test de normalité sur les résidus. Shapiro-Wilk. Oui, là, on n'a pas beaucoup de données, donc c'est un échantillon de taille modeste. On ne va pas faire Lily-4. On y va avec Shapiro-Wilk. On pourrait faire Lily-4, hein, c'est pas interdit. Allez hop, c'est parti. La p-value est très supérieure à 5%, elle est même supérieure à 20%. Autrement dit, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'une distribution normale des erreurs dans la population, de toutes les erreurs possibles, ce qui nous conduit à dire que, eh bien, selon toute vraisemblance, nos erreurs pourraient être distribuées, vous voyez avec quel tact j'emploie le conditionnel, selon une distribution normale dans la population. Donc, tout va bien. Les prérequis qui consistaient à vérifier que pour Y, les données étaient distribuées normales et hémocédastiques, se retrouvent bien dans
les erreurs, les distributions des erreurs sont normales. L'homocédasticité, je passe sous silence parce que je ne peux pas tout voir en même temps. Hein, je vous en fais grâce. Hein. Et là, ça veut dire que, ben, écoutez, il y a toutes les chances pour ce que j'ai vu là, dans ma régression tiennent la route. C'est-à-dire que non seulement j'ai une information précise de la façon dont sont reliées la distance et la concentration de métal lourd, mais en même temps, j'ai ici une indication graphique qui me dit, et statistique, ici, la p-value du test de Shapiro-Wilk, que la distribution des erreurs est normale et qui plus est centrée sur 0 dans le graphe qu'on avait fait qui était l'histogramme. Vous pouvez faire aussi une boîte de dispersion hein, sur les erreurs, c'est pas interdit. Hein. D'accord? On voit effectivement que 0 apparaît bien comme la médiane aussi. Non seulement la moyenne, mais la médiane. Et que ceci est une boîte relativement symétrique, donc tout à fait compatible avec une loi normale. Donc, pas mal tout ça pour vous dire que finalement, si on résume, okay, eh bien, nous avons l'équation de notre relation. Nous avons vu en gros, sur quoi c'était fondé? Sur le fait que nous avions un modèle sous-jacent hein, et que ce modèle sous-jacent nous écartait largement d'un nuage de points sans sens, mais un peu un nuage de points pour lesquels, effectivement, les coefficients des droites avaient une valeur significativement différente de 0. Alors, n'oubliez pas que l'hypothèse nulle qui est posée prend toujours le coefficient de la droite dans la population hein, et que nous avons le coefficient de la droite dans l'échantillon qui nous sert à démontrer si cette valeur-là s'éloigne plus ou moins d'un modèle où ça resterait 0. Et on voit bien que dans les résultats qu'on obtient, effectivement, eh bien, la p-value est trop faible pour s'expliquer, pour expliquer ces coefficients uniquement par le hasard. Ils ont un sens, ils tiennent la route, d'accord? Enfin, quand on a fini tout cela, eh bien, on est prêt à conclure. Et la conclusion est la suivante. On revient à nos attentes du départ. Eh bien, vous voyez, cette activité industrielle nous montre que, 1, eh bien, plus on s'éloigne du spot, plus la concentration en métal lourd diminue. Alors, vous le savez peut-être, c'est ce qu'on appelle une dépollution par dilution. Ok ? Et ça, c'est pas trop mal, parce que ça veut dire que dans notre malheur, les métaux lourds ne s'accumulent pas ou ne vont pas être le fait d'un événement qui va être durable dans le temps sur la rivière et qu'on peut s'attendre à ce que par dilution, les normes européennes seront peut-être à peu près stable et OK dans le fleuve. Attention, je n'ai pas dit que c'était une situation idéale, je n'ai pas dit que c'était le bonheur pur et qu'on était dans quelque chose, mais ça veut dire que cette activité industrielle, eh ben, elle est compatible avec les normes européennes. Encore une fois, je n'ai pas dit que les normes européennes étaient la panacée, que c'était vraiment le monde idéal dans lequel nous devons continuer d'exister. Simplement, voilà, il y a des seuils, et sûrement que les seuils, si on les testait, ça c'est une autre histoire, hein, cette seuil ne serait peut-être pas dépassé, par exemple ici au niveau du fleuve. Alors, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est qu'on pourrait objecter que nous avons fait cette étude jusqu'à 650 mètres du point. Est-ce qu'il y a une hétérogénéité? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce que ceci nous engage? Eh bien, on va dire que c'est des données préliminaires et qu'il va falloir surveiller cela parce que l'histoire ne dit pas si tous ces points ont été pris à la même date. Hein. C'est la question qu'on peut se poser. Et l'histoire ne dit pas si tous ces points ont été pris dans les mêmes conditions. S'ils ont été pris dans la même date, dans les mêmes conditions. Ce qui permettrait d'accréditer le biais, si ce n'était pas fait, de mesures qui auraient été collectées sans prendre toutes les précautions. Est-ce que vous avez compris la philosophie de la chose? Vous voyez,
pour moi, c'est un exercice difficile parce que dans certaines sections, il leur faut plusieurs séances pour présenter la régression linéaire. Moi, je me suis dit, non, on va essayer d'extraire la substantifique moelle pour essayer de démathématiser en quelque sorte la problématique et la rendre beaucoup plus logique. Vous voyez que la mathématique sous-jacente des Y n'est pas compliquée, mais n'est pas aussi évidente qu'on l'imagine. Et là, on va se rattraper en regardant juste les erreurs. C'est-à-dire, si les erreurs sont distribuées normalement et sont centrées sur 0, on pourra se dire que ce qu'on va trouver dans la régression, c'est-à-dire la significativité des coefficients qui vont donner le vrai modèle, a du sens. C'est-à-dire qu'on peut y croire, en quelque sorte, avec des mots français. Donc, pas évident, mais regardez tous les outils que vous savez manipuler. Vous savez manipuler l'ANOVA, le test T, la régression linéaire simple, vous savez faire également un qui 2, vous savez de quoi il en ressort, et surtout, vous pouvez conclure à partir de ce que vous avez donné. Alors, on va aller jusqu'au bout des choses. Il y a un truc qu'on n'a pas fouillé, et vous allez voir, c'est le dernier truc qu'on va faire. Il y a un truc qu'on n'a pas fouillé là. C'est pour les nitrates à l'iphosphates. Disons qu'on s'intéresse aux phosphates. Ok? Bon, alors on va recharger le jeu de données sur les phosphates. Je fais en 2 coups de cuillère à peau, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc je me remets dans la bonne fenêtre. Et bon, je pourrais les chercher ici, hein, parce qu'ils sont là, mais j'ai pas envie de vous emmerder à rechercher des données que vous avez peut-être oubliées, donc je vais faire statistique, il va charger un nouveau jeu de données, hein, d'accord? Donc on y va, on va faire, pardon, pas statistique, importer des données depuis un fichier. Alors lui, il est dans Excel, j'ai un peu corsé la chose, vous vous souvenez, c'est pour vous habituer. Là, on va l'appeler nitraphos 2, c'est déjà moi nitraphos, hein, donc j'ai pas envie de m'embêter. Bien. Je vais chercher donc mon fichier nitraphos. Et là, regardez, je vais me dire une chose là. Si je regarde mon fichier, si je fais visualiser, j'avais là aussi des éléments de distance. Vous vous souvenez là, regardez. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de regarder si la concentration en phosphate est homogène ou pas en fonction de la distance? Allez hop. Modèle. Pardon, excusez-moi, statistique. Alors, d'abord le graphe. Graphe. Donc là, on va aller dans un nuage de points. Et au lieu de faire... Alors, on avait dit que les phosphates, c'était mieux. Donc, on va regarder la variable Y, phosphate, en fonction de la variable distance. C'est nouveau. On ne l'avait pas fait, ça. Option, on va prendre la ligne des moindres carrés. OK. Et regardez ce qu'on obtient. On obtient ça. Donc, vous allez me dire, ah ben alors du coup, pour les nitrates ou pour les phosphates, les nitrates, ça donnerait la même chose. On a une approche de régression linéaire. Là, on a vraiment une variable explicative qui est la distance. C'est-à-dire que visiblement, les phosphates également se dilueraient. Et se dilueraient en fonction de la distance. C'est-à-dire que si on a un spot où on a une forte concentration de phosphate, elle diminue avec la distance. Regardons ce que ça donne en modèle, régression linéaire. Donc là, on va aller dans statistique, ajustement de modèle, régression linéaire. Vous voyez que ça va très vite maintenant. Hein. Là, on est bien dans une nouvelle régression. Donc, on va lui demander la variable réponse phosphate étudiée en fonction de la distance. Et on y va. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il m'existait déjà, moi je fais remplacer. Oui, ça c'est un détail. Et là, il nous dit qu'effectivement, c'est très, très, très significatif aussi. OK? Et là, on a quelque chose qui semblerait donc très intéressant. Maintenant, il y a un point à gagner, pas un demi-point, il y a un point à gagner. Quelle critique faites-vous à cette dernière régression que je viens de faire, qui est dans les règles de l'art, hein. On peut regarder les erreurs, hein, si vous voulez, hein, avant de répondre. On va faire modèle. Vous pourrez refaire ça à tête reposée grâce à l'enregistrement, hein, si vous êtes à la bourre. Ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, ajoutez les statistiques. Je vais juste prendre les résidus. Et je fais OK. Ensuite, je fais un graphe, qui peut être par exemple un histogramme de mes résidus, donc du deuxième modèle. Bah, nickel. Je me dis, c'est nickel tout ça.
ça a de la gueule. Allez, je vais faire juste pour épater la galerie, on va dire. Hein. Je vais aller dans graphe, je vais faire quantile, et je vais faire le quantile pour les residuals. C'est encore mieux que ce que j'avais tout à l'heure. Hein. Et là, je vais faire modèle, pardon, excusez-moi, statistique, résumé, test de normalité, et même chose, pof. Et là, ça passe, hein. C'est une distribution qui est compatible avec une distribution normale. Sauf que je vais revenir au graphe qui m'animait tout à l'heure, c'est-à-dire le nuage de points. Je vais donc faire là les phosphates en fonction de la distance avec cette fameuse ligne de moindre carré. Et moi, je vous dis, en fonction de ce que j'ai obtenu sur la régression, qui se retrouve un peu plus loin, ici, qui est très hautement significatif, vous le voyez ici, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà, je vous mets les deux, là j'essaye de mettre les deux en même temps. Voilà. Alors, je veux une analyse complète. Hein. Je ne veux pas un mot-clé, un demi-mot-clé, puis je vais donner 0,25 et tout. Là, je parle à des gens hyper blindés et je me bats pour un point. D'accord? Et j'ai 4 points à donner comme ça aux 4 personnes qui me. Ce n'est pas forcément les plus rapides. Je regarde tout ce qui m'est proposé et je vous laisse, on va dire, 3 minutes pour réfléchir. Donc là, je ne cherche pas les plus rapides. Hein. D'ailleurs, je ne regarde même pas les premières réponses parce que c'est sûrement pas ce à quoi je m'attends. Vous faites une analyse critique de cette deuxième chose. Que vous ayez réussi à le faire par vous-même, ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire à tête reposée. Je ne cherche pas trop et je ne cherche pas à rivaliser de rapidité avec vous. Il y en a qui sont plus rapides que moi, il y en a qui sont moins rapides pour utiliser le logiciel. C'est pas très grave. Non, vous avez les valeurs là, vous avez les résultats. Et je vous demande de commenter, de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette régression, qu'est-ce que vous pensez de cette régression? Voilà. Je regarde tout, hein, vous inquiétez pas, j'analyse tout, hein, je regarde vos réponses. Donc, je vous le mets ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre les deux en même temps? Est-ce que je vais pouvoir mettre R en même temps que ça? Mais oui, je peux, mais c'est génial. Voilà. Hein, c'est pour avoir vos réponses en même temps que j'affiche eh bien, tout cet ensemble. J'essaie de faire en sorte que ce soit une synthèse. Hein. Donc, je ne vous piège pas, hein, je vous mets sur ce qui m'intéresse. Regardez, vous avez même un coefficient de R2 que je ne vous ai pas détaillé qui vaut 58%. Alors, je vous ai déjà expliqué, hein, comme le R2, il a tendance à augmenter, on va dire, naturellement en fonction du nombre de points, on le corrige toujours avec un adjusted R squared qui vaut 0,57 au lieu de 0,58. Oui. Alors, allons-y. Je regarde vos réponses, mais je vous ai donné 3 minutes. Ah, je vais vous donner même 3 minutes à partir de maintenant. Il est 16h47, à 16h50, on relève les choses et il y a, j'espère, 4 personnes qui ont gagné un point et je ne cherche pas les plus rapides. Hein. Et les timides, vous vous exprimez. Et vous avez le droit aussi de prendre la parole au micro. Tout est possible. Donc je lis. Très bien. J'attends vos commentaires, hein, continuez. Hein. Vous avez encore 2 minutes, hein, vous inquiétez pas.
Encore une minute. Allez, les plus timides, allez-y, vous avez des points à gagner. Alors, il y a quand même une chose que vous ne voyez pas, c'est marrant, hein. Allez, encore une minute. C'est bien, hein, vous commencez à prendre du galon, là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc j'arrête là la chose et je vous dis ce qu'il faut commenter. Après, je distribue les points, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, d'accord. Donc là, vous voyez effectivement que vous avez une grande disparité des données, hein. C'est-à-dire que la variance, elle est quand même importante pour chacun des points. On l'avait noté, ça, vous le souvenez. Donc, deuxièmement, on aurait pu objecter statistique. Alors ça, c'est la droite de régression. Donc, graphe, juste pour vous faire voir, hein. Si je peux le faire avec R, je ne me souviens plus, hein. Donc, on fait ça et on fait graphe par groupe et on fait par ingénieur. Ah ah, ah, qu'est-ce que ça veut nous donner, ça? OK. Donc, on voit que effectivement, les ingénieurs, c'est pas un problème, d'accord? Vous le voyez bien, ça? Parce que on va avoir une disparité qui va être pratiquement aussi grande entre Marie, qui a fait des points aberrants ici, et puis Franck, qui a fait des points aberrants ici, enfin aberrants, qui s'éloignent très fortement. On pourrait même dire que, bon, bah, ma foi, ils ont l'air de travailler de façon à peu près correcte à ces trois points-là, mais à leur corps défendant, l'un comme l'autre sont peut-être tombés sur un phénomène aléatoire non contrôlable. De toute façon, vous voyez, si on enlève ces trois points, paf, la droite devient pratiquement raplapla, on va dire, hein, d'accord? Donc il y a un problème d'hétérogénéité des valeurs qui ne s'explique pas par le phénomène ingénieur, hein, je vous le montre graphiquement. On pourrait faire pour ça une régression à deux variables, mais ça serait idiot d'appeler 1 Franck et 2 Marie, donc on préférera faire une ANOVA à deux facteurs, et on a vu que l'ingénieur n'était pas un facteur important. Donc cette disparité nous intrigue quand même, hein. Il y a quand même une très grande dispersion des valeurs par rapport à la moyenne de chacun de ces échantillons 1, 2 et 3. Effectivement, vous l'avez remarqué pour la plupart d'entre vous, nous n'avons que 3 points. Alors avec 3 points, nous avons 2 degrés de liberté. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Ben parce que je pourrais très bien dire que ce point-là n'existe pas, et à ce moment-là, j'ai une droite. Que ce point-là n'existe pas, j'en ai encore une autre, et que ce point-là n'existe pas, j'en ai encore une autre. Donc effectivement, ce point-là nous permet de régler le fait que nous n'avons plus qu'une droite, sachant que la moyenne de ces observations donc, est une relation entre ces trois points. D'accord? Donc, quand on a seulement 2 degrés de liberté dans une régression, c'est-à-dire une relation linéaire qui est la moyenne des 3 points relie ces 3 points, hein, tout bêtement, hein, expérimentalement parlant, mathématiquement parlant, ça fait un peu de geste quand même, d'accord? Parce que faire passer une droite par 3 points, c'est quand même assez culotté. On pourrait très bien imaginer un polynôme, hop, et puis ensuite, hop, ça redescend comme ça. Une sorte de sinusoïde, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est sur un autre modèle. Donc il faudrait passer par l'arc sinus pour faire la régression. C'est une autre histoire, hein. Mais on va dire que là, effectivement, vous l'aviez vu pour ceux qui ont répondu. Donc là, vous êtes sur une bonne voie pour obtenir une part des points. Il y a très peu de points. Deuxième point, forte disparition. Dispersion des points dans chacune des catégories. Donc pas assez de distance pour faire quelque chose de sensé. Et puis regardez quand même la droite de régression. D'accord, c'est significatif. Mais regardez ce que vous trouvez. Une pente pratiquement égale à zéro. Vous croyez que ça a un sens, ça? Donc vous voyez que finalement, cette pente est très faible. Elle pourrait donc s'expliquer
différemment, c'est-à-dire un effet particulier de la variance plutôt qu'un effet particulier de la distance. Donc, il faut aussi regarder la gueule des données, hein, d'accord? Parce que vous avez quand même ici une pente associée à la distance qui est vraiment très, très, très faible. D'accord? Donc, voilà ce que j'attendais. Vous, c'est de l'œil critique. Donc, pour donner des points, ben, je vais donner 0,5 points à Yanis, 0,5 points à Héloïse. Effectivement, le R-square était de 58%, mais sache Héloïse qu'un R-square de 58%, c'est déjà pas mal. Mais je te les donne quand même. Ensuite, la régression linéaire, et nous montrons ensemble en fonction de la distance à un cran d'écart de chaque ensemble. On peut donc le fait qu'on a des trois distances les trois distances différentes dans la position, plus de mal à faire dans la régression qu'on fait bien. Donc 0,75 à Mathias. Ensuite, Flavie notait cette régression n'est pas très unique, une moyenne de 3 points, une régression 0,5 à Flavie. Il n'y a pas de distance différente, on n'en a que 3, il y a forcément une homoscédasticité des erreurs. Et je mettrais plus que 0,5 à Lorna, si vous n'êtes pas contre, il y a quand même deux arguments. Je mettrais 0,75 à Lorna. Ottilia, les erreurs semblent quand même bien suivre une loi normale, elles sont centrées sur 0, mais nous n'avons que 3 ensembles là, sera plus significatif d'un nuage de points et les mêmes caractéristiques. De plus, nous avons quand même un assez grand pour un 1, ce qui est expliqué par un autre chose. Et 0,75 à Ottilia. Je pense que c'est juste, hein, d'accord? J'ai été assez juste dans ma notation. Ok? Ça vous va? Alors maintenant, on va conclure l'histoire de tout ce qu'on avait vu, parce que vous voyez, on arrive finalement à terminer notre histoire. Hein. Donc, revoyez bien la façon dont j'analyse la régression. Je ne vous demande pas de vous approprier toutes ces méthodes de moindre carré, de savoir ces équations savantes que j'ai présentées ici. Je vous demande simplement d'avoir le feeling de ce que ça représente. Ça, c'est très important pour moi. Hein, et vous l'avez senti. Hein. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des courbes en entonnoir, on doit avoir des courbes où les disparités des valeurs sont à peu près homogènes. Et puis, vous savez qu'on ne peut pas tester ça facilement. Donc, on va regarder plutôt les erreurs, puisque les erreurs et les Y ont la même variance. Et d'autant plus que la loi des erreurs et la loi des Y sera, si elle est en moyenne une normale, eh bien, une loi normale aussi pour les erreurs. Donc, c'est fantastique. On regarde a posteriori si tout s'est bien passé. Et on regarde aussi le fameux R carré. Donc, résumons, il n'y a pas grand-chose qu'on regarde. Hein. C'est significatif ou pas. En fonction de ça, ben, on saura. Imaginons qu'ici, nous ayons 8,3%, ben, ça voudrait dire que l'intercept n'est pas significative et qu'elle vaut rien du tout. Pozzebi, elle vaut 0, d'accord? Elle n'est pas différente de 0. Alors évidemment, avec un intercept de 201, ça serait quand même vraiment merdouillique d'avoir une p-value très fortement supérieure à 5%. Mais on peut avoir par exemple un intercept de 1,320 qui soit associé à une p-value de 8,84. Bon, ben, ça veut dire %. Donc ça veut dire que le 1, c'est Pozzebi. C'est absolument pas significatif et donc on ne prendra pas d'intercept, ça sera juste 0 comme valeur et la distance, elle, sera à considérer par rapport à son coefficient. Ok, là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. Les deux sont significatifs, les deux rentrent dans l'équation et vous avez la formule qui est associée pour rendre compte du modèle linéaire expliquant la relation entre la concentration et la distance qui est 201 et moins 41,382. Donc la concentration en polluant ici, le mercure, est égale à 201,234 moins 41,380 fois la distance en kilomètres, l'ensemble étant mesuré en microgrammes par litre. D'accord? Ensuite, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre les kilomètres et les microgrammes par litre dans cette équation-là. Ensuite, effectivement, on voit que 73% de la variance est expliquée, ce qui est loin d'être dégueulasse. Hein, et on a ici un certain nombre de points. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le nombre de, on va dire, degrés de liberté dans cette histoire, le 1 et le 51. Je n'ai pas le temps. Bon, il faut savoir dire stop à un moment donné. Hein. Mais vous voyez qu'effectivement, ici, le 2,95 10-16 qu'on trouve par le test F est exactement le même que le test sur la pente, 2,95 10-16. Ce n'est pas un hasard. Les deux tests donnent la même conclusion, c'est-à-dire que la pente, c'est-à-dire l'effet mesuré,
est significatif ou non. Donc vous voyez, tout se tient, ok? Et je vais même vous dire que si vous élevez, où est-ce qu'il est monté ici? Voilà, 11,85 au carré, eh ben vous allez trouver 140,3. D'accord? Donc t au carré, c'est égal à f. Tout ça, c'est normal, c'est logique. Je ne vais pas vous emmerder avec ça. Hein. C'est de l'exercice de style, à la limite. Qu'un type comme moi, il savent faire ça, c'est bien parce qu'il est grand. Vous débutez avec l'histoire, je vous demande d'avoir une perception globale des choses et de savoir aller à l'essentiel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous en savez 10 000 fois plus que vos collègues qui ont fait tout un semestre de maths et de stats et qui ne s'en rappelleront plus. Parce qu'eux, ils en sont encore à établir des équations par moindre carré. Moi, je vous fais grâce de cette équation de moindre carré et je vous dis, voilà les résultats. Et c'est dû à la méthode des moindres carrés qui paraît toute logique, c'est-à-dire qu'on équilibre les points par rapport à la droite pour minimiser les distances. Bon, que vous ayez une démonstration mathématique ou pas, vous savez que ça existe et que le logiciel va trouver la meilleure droite. C'est bien ce qu'il a trouvé dans ce cas-là. Et puis donc, finalement, après, il faut regarder les erreurs, c'est-à-dire qu'il faut voir si tout cet ensemble se tient, si il y avait une logique dans l'ensemble, c'est-à-dire si les erreurs se répartissent normalement. Ça s'appelle la droite de Henry pour les quantiles-quantiles. Alors, qu'est-ce que c'est les quantiles-quantiles? C'est-à-dire que si on mesurait pour chacune des probabilités, on imagine une loi normale qui se dessinerait ici, hein, on les tranche en pourcentage, hein, d'accord? Et on regarde finalement quel est le quantile qui correspond à 5% de cette surface. Si cette surface-là, accumulée avec elle, fait 7%, on regarde à quel quantile dans la loi normale correspondent les 7%. Ici, nous avons 30 hein, pour 7%. Je dis n'importe quoi, c'est peut-être plus que 7%. Hein. Et ben, on regarde si ça tombe sur 30 dans la loi normale centrée réduite. Et donc, on fait une corrélation entre le coefficient et la valeur. Et là, en plus, on va centrer réduire, c'est-à-dire qu'on va enlever la moyenne, c'est 0, et on divise par l'écart-type. Vous vous souvenez, l'écart-type fait 18, hein, mais on fait attention, effectivement, que ici, donc, on va avoir en gros 1, 2, moins 1, moins 2. Donc là, vous vous souvenez, on a ici 0, moins 1, moins 2, 1, 2. Donc on a bien une corrélation entre les valeurs standardisées, ce qu'on appelle ici les valeurs centrées réduites et les valeurs attendues par la loi normale centrée réduite. Tout est cohérent, donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Ça, c'est finalement, tout ça, c'est un blabla. Vous regardez ça, vous regardez que ça ne dépasse pas les limites. Ça s'est bien passé. Les erreurs sont compatibles avec une régression qui tient la route. Et cette régression, j'ai le droit de l'exploiter. Et je l'exploite en regardant les résultats. Les résultats sont là. En plus, si je voulais en avoir une preuve, eh ben, j'exploiterais, et je vous ai fait voir comment les résidus pour voir si le test de Shapiro-Wilk sur résidus est compatible avec un non-rejet de l'hypothèse nulle de normalité, c'est-à-dire que tout va bien. Et tout ça, c'est des prérequis, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est important de le vérifier pour focaliser ensuite son attention sur ça, le modèle, sachant que ce modèle n'est qu'une approximation d'un modèle qu'on n'aura jamais dans la population, mais qui nous renseigne déjà pas mal, mais vraiment pas mal, sur ce qui peut se passer dans la population. Alors sachez qu'on peut faire un intervalle de confiance de cette équation, hein, c'est-à-dire on fait un intervalle de confiance de B1, on fait un intervalle de confiance de B0 pour avoir en gros les domaines de variation possibles dans la population. Mais on ne pourra avoir les vrais coefficients B0 et les vrais coefficients B1 à moins de travailler sur une toute petite population. Bon, d'accord. Et dans quel cas on est là? Pratiquement aucun. Donc le modèle explicatif est approché par un modèle obtenu, hein, du modèle réel inconnu, et ce modèle, il tient plus ou moins bien la route. D'accord? Et là, dans notre cas, on a vu qu'il tenait bien la route. Et si on résume finalement, parce qu'il faut bien résumer hein, notre petit schéma là. Alors, j'en étais là. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse de dérivés lourds, de métaux lourds, ou de nitrate ou de phosphate, d'accord avec la limite qu'on a remarquée, hein, ça tient moyennement la route, mais on voit qu'il y a une décroissance quand même. Eh bien, cette rivière semble diluer les polluants. Alors, c'est pas magique, il n'y a pas de rivière magique. Ça veut dire que peut-être qu'on est dans le signe que les pollutions ne sont pas trop importantes pour empêcher la dilution naturelle par la rivière et qu'il n'y a pas une pollution résiduelle
trop catastrophique. Autrement dit, si on cessait l'activité industrielle et on cessait l'activité agricole ici, ou on rendait responsable dans 20 ans, dans 30 ans cette activité agricole, la rivière reprendrait peut-être de sa santé, toutes choses égales par ailleurs. Voilà la conclusion qu'on peut émettre ici. Par contre, on a vu que on pouvait étudier ici les relations entre l'épandage et la zone de butinage, par exemple en proposant ici une régression linéaire entre la concentration moyenne de nitrate que l'on voit ici, hein, en différents spots, hein, et les distances que l'on va aller chercher de butinage grâce aux émetteurs qui sont faits. Donc on va essayer de voir s'il y a une relation en déplaçant les ruches, hein, on fait ça en plusieurs spots, hein, on va essayer de voir si la distance à la source de pollution, par exemple, est corrélée à la distance de butinage. Si oui, c'est qu'il y a un petit problème. Sinon, c'est que la pollution n'est pas trop méchante, entre guillemets, pour les abeilles d'un point de vue de leurs habitudes de butinage. Mais vous avez un biais, c'est qu'en déplaçant la ruche, peut-être vous n'avez pas les mêmes fleurs, peut-être vous n'avez pas les mêmes champs à cultiver, à butiner. Et puis peut-être que vous êtes trop près d'autres zones qui sont protégées et qui biaiseraient l'affaire. Donc vous voyez, vous devez faire une étude qui est beaucoup plus fouillée que ça pour avoir des résultats qui s'étendent en dehors de la zone. Autrement dit, nous avons quelque chose ici qui est un substrat d'étude local qui nous renseigne déjà sur des indicateurs de pollution ou de conséquences d'activité humaine sur différents éléments. La santé de la population, le perçu aussi de leur forme, mais également la santé des abeilles ou leur performance ou la qualité du miel obtenu, mais également la possibilité qu'a la rivière de dissoudre ou pas, ou de diluer les composants négatifs. Alors peut-être y a-t-il eu une politique agricole qui a amené à cette meilleure santé que la rivière que dans d'autres rivières. Maintenant, il lui fallu bien sûr regarder si le taux de pollution résiduel, celui qui est en permanence, par exemple, ici, à ce spot-là, quoi qu'il arrive, dépasse les seuils européens. À ce moment-là, vous relevez un échantillon de valeur, vous avez le seuil européen, et vous faites un test dit de conformité de cet échantillon de valeur par rapport au seuil européen. Et si vous voyez que la moyenne obtenue dépasse de façon significative celle attendue au seuil européen, donc c'est que là, il y a un petit problème. Et ça s'appelle donc un test de conformité. Vous sélectionnez un seul échantillon, vous avez une seule valeur, et dans R, ça se fait de la façon suivante. Vous allez dans statistiques, moyenne, et vous faites test univarié. D'accord? Test univarié, vous avez un seul échantillon et vous mettez quelle est la valeur de la moyenne, le seuil, vous voulez tester ici. D'accord? Ça marche? Donc, vous en savez des choses, hein, on en a appris. Hein. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Est-ce que les polluants ne se diluent juste pas dans l'eau du fleuve puis dans la mer? Bien sûr que si, j'ai jamais résolu le problème, mais simplement je veux dire que là, il semblerait que la pollution résiduelle soit très significativement éliminée, hein, puisqu'on a une pente avec la distance, et c'est des faibles distances aussi. Donc on est plutôt sur des bonnes nouvelles en cas de dépollution, mais pas forcément de bonnes nouvelles sur la santé à l'instant T hein, de la rivière. Prenons des pincettes, regardons les choses d'une façon relative. Et vous n'avez pas un monde blanc, un monde noir, il y a un monde gris, vous comprenez? Il faut savoir dans quelle nuance de gris on est pour pouvoir prendre des décisions environnementales. D'accord? Eh bien, écoutez, j'ai essayé de vous expliquer ce qu'était vraiment la data science, ce qu'était vraiment l'analyse des données, pour essayer de faire en sorte que vous ayez une vue un petit peu différente de celle qu'on voit dans les cours traditionnels. J'espère que ça vous a plu tout ça et que vous avez matière maintenant à être armé. Et j'espère que vous allez pouvoir
eh bien, être capable d'analyser plein de choses, là, quand vous les entendez dans les médias, avec un œil critique, et puis aussi dans vos TP, dans vos manips, et puis être utile à votre collectivité en étant des biologistes conscients de l'importance des données, mais surtout de ne pas faire parler les données n'importe comment. Et vous avez vu qu'en les prenant dans différents sens, on peut arranger les choses. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut retourner aux sources et avoir suffisamment de données fiables pour avoir une information fiable. Hein. Je vous ai fait la démonstration avec les nitrates ou les phosphates en dernière partie pour vous faire voir qu'on peut faire dire un petit peu n'importe quoi aux données quand on avait des données qui n'étaient pas assez fiables. Ici, c'était la quantité et la dispersion des données. Alors, vous savez que je vais donner une évaluation. Là, ça, dans les 10 minutes, le site L2S4 va être mis à jour. Hein. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur questionnaire anonyme. Bon, je vous avouerai que j'attends vos réponses, hein, parce que je veux savoir ce que vous avez pensé, et quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, faites vraiment comme vous le sentez. Et puis, moi, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce cours parce que j'ai fait encore des efforts par rapport au cours de l'année dernière. Je l'ai mieux structuré, je l'ai pensé d'une façon plus globale. Et ça m'a fait super plaisir de vous avoir parce que j'ai vu que même si je ne vous connais pas en visage, chose qu'on pourra peut-être voir le jour de l'examen, ça s'est pas trop mal passé finalement. Vous avez réussi à avoir des défis qui tiennent la route, vous avez réussi à avoir un raisonnement qui tient la route, peut-être parce que je suis tombé sur un très bon groupe aussi, très motivé, et peut-être parce que c'est une option, c'est-à-dire quelque chose de choisi et pas imposé, ça peut jouer aussi. Hein. En tout cas, gardez cet esprit d'analyse, allez au-delà des choses. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous allez avoir des défis qui vont continuer jusqu'au défi 10 à peu près. Je ne veux pas non plus vous saouler. Hein. Bravo pour vos résultats, ils sont loin d'être dégueulasses. Essayez de ne pas vous endormir sur vos lauriers pour faire encore un projet qui tienne la route et qui vous amuse. Il faut s'amuser, hein, parce que sinon, si on ne s'intéresse pas à cet aspect ludique de l'analyse des données, même si on fait des choses sérieuses, on s'ennuie un peu dans la vie. On fait des choses trop rébarbatives, on passe à côté des choses. Il faut que ça plaise en quelque sorte, comme quand on regarde une série policière. Moi, j'adore les séries policières. Et voilà, ou quand on lit un bon polar. Un bon polar suédois, par exemple, ou norvégien, pour ne pas les citer. Et donc, finalement, on n'a pas eu le temps de faire le jeu numéro 5, parce qu'il faut savoir dire stop aussi. Je vous félicite aussi pour votre réactivité au jeu. Hein, c'est quelque chose qui me tient à cœur, les jeux. Et j'attends votre évaluation. Vous savez que je vais mettre à jour demain le site L2S4 avec les nouveaux documents qui nous ont servi. Vous allez avoir toute la série bien construite. Pour tout vous dire, c'est ce matin que j'ai trouvé le plan pour vous expliquer les choses. Hein. Je ne savais pas encore s'il fallait que je commence par la théorie, par les datas, par le truc. Bon, alors là, vous avez quelque chose on va dire, de clair, d'à peu près bien fait. Dans un premier temps, je vous donne le PDF brut de décoffrage et après, j'y mettrai des titres. J'essaierai de changer mon écriture patte de mouche sur tableau par des vrais slides. Ça prend du temps, vous le savez, donc je le ferai progressivement. Suivez les mises à jour dans le site. Et puis, pour le défi, vous allez avoir le défi 8 qui va sortir et le défi 9 qui va être dans la foulée. D'accord? Le défi 8, tout de suite. Le défi 9, peut-être demain ou après-demain. Suivez-le. Voilà, j'ai les correcteurs pour le défi 9. Il me manque juste les correcteurs pour le défi 10. Pour l'examen, vous attendez pas à quelque chose de particulier, de difficile, c'est de la réflexion, ça ressemble à ce qu'on a fait ensemble, vous ne serez pas pris au piège et vous n'aurez pas de calcul à faire mirobolant. Hein, vous aurez peut-être un jeu de données, et encore je ne sais même pas si je vais donner un jeu de données. Si il faut connaître certains tests, non, vous revoyez ce qu'on a fait ensemble. Oui, Shapiro, oui, il faut savoir peut-être le faire ou savoir les résultats de Shapiro. Hein. Je ne veux pas vous piéger. Revoyez bien, tout est filmé de toute façon. Revoyez bien ce qu'on a fait ensemble. Je ne vais pas vous demander de faire, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait tellement de choses. Hein. Je ne vais pas vous demander de faire un test de conformité, parce qu'on n'en a pas fait un, là, je vous l'ai juste expliqué. Hein. Je ne vais pas vous demander de faire un test d'ajustement du Ki2 à une loi de distribution. Ça ne va pas la tête, et puis quoi encore. Je ne vais pas vous demander de faire une régression logistique. On n'a jamais fait ça. Donc, on fait juste ce qu'on a fait. Donc, on a vu les ANOVA à 1, voire à 2 facteurs.
on a vu les conditions requises, c'est-à-dire homocédasticité et normalité des données. Dans le cas d'une ANOVA, on peut juger ça facilement, il y a des groupes, donc c'est facile à faire. Dans le cas d'une régression, il y a tellement de valeurs de X que c'est difficile à faire, et quelquefois on a une seule valeur de X. C'est a posteriori dans le cas d'une régression qu'on voit ça sur les erreurs. C'est le même principe. On regarde un test de Shapiro, et puis voilà. Vous aurez le droit, ah oui, oui, très important, le jour de l'examen, vous avez le droit à tous les documents. Vous avez le droit aux ordinateurs. Vous avez, écoutez bien ce que je vous dis, vous avez le droit aux tablettes, vous avez le droit au téléphone, à condition que vous ne nous envoyez pas de message. Et moi, je fais toujours confiance en mes étudiants. Tant pis s'ils trichent, c'est dans leur défaveur et ça se voit tout de suite. Donc, les téléphones, ça sert à faire une enquête vite fait sur Internet ou de faire une connexion Internet si on n'a pas une mauvaise connexion en salle aussi, ou simplement parce que les gens ont plus l'habitude de travailler sur smartphone que sur tablette. Ben, maintenant, un smartphone, c'est une tablette. Donc, moi, je suis très moderne. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on travaille. Donc, vous aurez toutes les fiches, le site Internet, les documents que vous voulez, les impressions que vous voulez, comment on appelle ça, les anti-sèches que vous voulez, que vous pouvez construire, les schémas, les machins, tout document est autorisé le jour de l'examen parce que c'est en conditions réelles de travail que je voudrais que vous réfléchissiez et non pas en apprenant par cœur les choses. Ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, j'espère que ça vous va, ça, un examen avec documents. Je n'ai peut-être pas eu le temps de vous le dire. Et que ça va vous permettre d'aller à l'essentiel sans à vous farcir tous ces tests. Simplement, bon, vous avez une petite gymnastique à connaître. Vous revoyez les éléments essentiels des enregistrements qu'on a fait, pas tout, hein, parce que là, non, il y a peut-être que 10 minutes ou 15 minutes qui sont essentielles dans ce qu'on a fait pour certains, 20 minutes pour d'autres, une demi-heure pour d'autres, ça dépend, c'est très variable. Hein. Mais j'imagine que pas aux mêmes endroits et pas à 100% de la vidéo. D'accord? Voilà pourquoi j'enregistre tout. Parce qu'il y a certains, ils sont plus intéressés pour certains endroits que d'autres, d'autres sur 50% de la vidéo, d'autres sur 10%, voilà, j'enregistre tout, mais tout n'est pas forcément utile, hein. Et puis vous allez voir qu'avec l'expérience, vous n'avez plus besoin de ces vidéos. Donc, si j'ai répondu à toutes les questions, ben moi, je vous dis merci de votre participation parce que c'était loin d'être gagné. C'est mon premier enseignement complet en distanciel. Jusqu'à maintenant, j'avais eu que la moitié en distanciel. Je m'étais bien débrouillé. J'étais passé entre les gouttes d'eau, on va dire, hein, dans les différents confinements. Donc, j'en garde relativement un bon souvenir, même si c'était assez stressant. Je suis allé aussi loin que l'année dernière. Donc, je suis assez content. Maintenant, c'est vrai que c'était un peu moins convivial parce que vous m'avez jamais vu me marrer en pleine classe avec vous, avoir des fous rires et tout. C'est un peu, on est très détendu en classe, avoir vraiment tout le bénéfice des jeux et l'excitation qu'il y a aux jeux et des surprises avec des quiz et tout, etc. Mais bon, ça viendra peut-être. Hein. Voilà. En tout cas, c'est l'esprit de ce que je voudrais continuer à construire, c'est-à-dire un enseignement fondé sur l'amusement. Hein, c'est-à-dire qu'on fait ça dans une sorte de bonheur, d'euphorie. Voilà. Je vous lâche. Vous savez que je compte sur vous pour faire l'évaluation de l'enseignement. Faites-le. Hein, déjà, ça peut voir ce que vous en avez tiré. Et puis, je vous dis à très bientôt. Par site web interposé, par messagerie, et puis j'utiliserai, c'est sympa les commentaires, sympa. J'utiliserai WhatsApp parce que je trouve que c'est une super idée pour s'envoyer des courts messages, d'accord? Donc, portez-vous bien, gardez le courage si nous sommes confinés, surtout ne faites pas partie de ces étudiants qui lâchent le coup, vous êtes en bonne lancée. À Paris-Saclay, vous avez des enseignants qui sont formidables, hein, et si jamais, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Vous me téléphonez, voilà, je me sens pas bien, j'ai un petit problème, ou alors voilà, si vous avez besoin d'aide de recommandation, il y en a déjà pour certains à qui j'ai dit oui, et puis on reste en contact. Ciao, ciao, j'essaye de vous laisser un peu de temps parce que mes pauvres, vous devez en avoir marre. Je coupe la caméra, je ferme mon clapet, ciao, à plus.